Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 6e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblistérisé ce 6e numéro de la collection, tout simplement pour aller plus vite. Je tiens à m'en excuser. Lorsque l'on déblistère ce 6e numéro de la collection, on tombe d'abord sur le sachet de pièces qui est fourni dans ce numéro 6. On voit tout de suite que de l'électronique fait son apparition pour ce 6e numéro de la collection. Très très beau sachet de pièces qu'on verra un petit peu plus tard. D'abord on va s'occuper du fascicule numéro 6. Donc on est bien, et on voit qu'on est bien sur le fascicule numéro 6. Donc je vais procéder tout de suite à l'ouverture de ce 6e fascicule de la collection. Lorsqu'on ouvre ce 6e fascicule de la collection, on tombe d'abord sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la création de la galaxie ou les coulisses de Star Wars, avec filmé R2D2 troisième partie. En rejoignant les studios Esther, les acteurs et l'équipe furent réunis pour la première fois, mais si George Lucas avait espéré que les choses s'arrangent après le stress du tournage en extérieur en Tunisie, il allait être extrêmement déçu. Donc on nous dit tout simplement que les studios Esther a voulu et collabore avec George Lucas pour produire les Star Wars. L'image nous explique que seul un peu plus de la moitié du Faucon Millenium fut construit pour le studio, car c'est ce que il devait apparaître à l'écran lors du tournage. Donc voilà. On a une très belle image ici de 6-3PO en train de monter dans le Faucon Millenium avec Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et R2D2. Donc voilà. On a ensuite une très belle anecdote qui s'appelle les 9 plateaux présentaient une architecture incroyable, dont un labyrinthe de couloirs, de rampes et de sas. Et c'était fil strict, éclairage et sonorisation. Voilà. Je vais tout de suite tourner la page. Et on est sur derrière la magie, plus grand que la somme de ses compétences. On nous dit que les cadres de la Fox indiquent que dans le tournage en studio ne correspondait pas ce que Lucas faisait. Ce qu'il voyait était une énorme quantité d'argent avait été dépensée pour des décors immenses. Voilà. Donc là, on voit Alain Ladd Junior à gauche et George Lucas à droite. C'est battu pour permettre que la production se poursuive et que Lucas ait suffisamment de liberté pour faire le film comme il l'entendait. Après, on a une très belle image ici des Stormtroopers qu'on peut voir ici. Après, ici, on a une très belle image aussi qui s'appelle le gangster élément de décor Faucon Millenium ne bougea pas pendant la production. C'est le reste du décor qui était construit autour de lui et démoli. Donc on a une très belle anecdote ici, c'est en extérieur, nous pouvions tourner 12 heures par jour, mais de retour au studio, on s'arrêtait à 19h30 et c'était George Lucas qui avait dit ça. Après, en haut à droite, on a une très belle image des plans du filmage de la scène de Star Wars avec le metteur en scène,
les gens qui dirigent les caméras et Han Solo en fond d'écran. Après, on a les stars de Star Wars avec Robert Zatt, producteur, né à Londres en mai 1938. Robert Zatt commence sa carrière dans l'industrie cinématographique au début des années 1960, travaillant 2 ans comme coursier plutôt, pour pouvoir entrer dans le syndicat. Voilà. On a ensuite ici une très belle image. La complexité de la construction des décors à Esther imposa aux acteurs et à l'équipe de longues périodes d'attente entre les prises. Et on voit Chewbacca avec George Lucas. Très belle image aussi. Je vais tout de suite tourner le fascicule de la page du fascicule de la collection. On va tout de suite tomber sur le guide des droïdes avec EGL. Alors, et V-Rail Line. Alors, on nous dit que sa fonction était de réacteur robuste, un réacteur robuste, la majeure partie d'un droïde énergétique est d'occuper par son réacteur ses équipements de surveillance. Voilà. On nous dit aussi que il avait la carcasse résistante. On pouvait lui frapper dessus, il ne sentait rien. Après, il y avait un système de diagnostic aussi, comme sur le Faucon Millenium aussi, qui était très très super. Tous les droïdes énergétiques peuvent scanner ce à quoi ils étaient connectés. Donc voilà. Après, on nous fait voir un peu les différents plans de coupe, avant, arrière et sur le côté. On a ensuite connexion d'alimentation. Les droïdes énergétiques disposent généralement de nombreux points de connexion, de câbles permettant de brancher les conduites d'usage diagnostique à l'industriel à la sortie du réacteur. Donc après, on a une très belle image ici de ce fameux EGL en train de sûrement se brancher dans un vaisseau. Après, on a les caractéristiques avec l'affichage. Les droïdes énergétiques disposent d'un affichage très simple, des voyants pour indiquer que quelque chose fonctionnait incorrectement. Et après, on a ici le vocabulateur d'avertissement. En fait, ces droïdes énergétiques étaient souvent surnommés droïdes gonk en raison du bruit qu'ils faisaient en se déplaçant. Voilà. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule. On va continuer avec l'étude de Cass au fin fond de la galaxie. Les droïdes énergétiques trouvaient de multiples usages dans la galaxie et de nombreux avant-postes éloignés devient leur extension aux modestes droïdes qui construisaient souvent pour les habitations. Voilà. Et on a une très belle image ici de Rey, l'héroïne de l'épisode 7 de la saga Star Wars, le réveil de la force. Très très belle image de Rey. Ensuite, on a les décors, si on peut appeler ça, du 7e épisode de la saga des Star Wars, le réveil de la force, avec le droïde qui est ici, Finn qui est là. Je vous rappelle qu'il était le Stormtrooper du 7e épisode de la série, et Rey qui est ici. Voilà.
Après, on a une belle image ici, les droïdes EG de Tatooine. La série de droïdes énergétiques fut fabriquée par Viril Line System pendant des siècles et les vieux modèles EG encore fonctionnels étaient des silhouettes familières au fin fond de la galaxie. Donc très très belle image. Et là on a encore une belle image avec deux Stormtroopers. Avec ici le droïde ELG et le Jawa. Ici. Après on va passer au guide d'assemblage de R2D2 avec l'affichage de diagnostic de R2D2. Donc pour cette semaine on va monter un affichage de diagnostic qui se situera sur la partie droite de sa tête R2D2. Donc on peut voir qu'on a le fil d'alimentation de l'écran LCD plutôt, le boîtier de l'écran LCD, le cache intérieur de l'écran LCD, l'écran LCD ou LED d'affichage de diagnostic et le support de montage. Donc il n'y aura pas grand chose à faire pour cette semaine, quelques pièces à monter. En tout, ouais, on n'a pas grand chose. Voilà, après il faut que ça ressemble à ça. Et après on va pouvoir le tester. Donc c'est tout pour ce 6e numéro de la collection. On va passer au montage du 6e numéro de la collection. Je vais tout de suite récupérer ma planche à découper. Je vais récupérer les pièces de ce 6e numéro de la collection. Je vais récupérer également plutôt mon cutter. Donc j'enlève les agrafes proprement, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Donc si vous rejoignez la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars, sachez que moi je défais proprement les emballages de chaque fascicule et de chaque sachet de pièces, tout simplement parce que si un jour je dois déménager de chez moi, je veux pouvoir remettre toutes les pièces dans leur sachet d'origine. Ah, pourquoi elle veut pas venir la graffe? Voilà. Voilà pour la première. Voilà pour la deuxième. Donc, comme je l'ai dit, c'est numéroté ici. Et on a encore une troisième agrafe qui se trouve juste ici. Altaïa a décidé de nous compliquer la vie avec 3 agrafes, que 2 auraient été suffisantes. Donc voilà. Donc je vais tout de suite ouvrir le fascicule à la page du guide de montage. Donc on a pour commencer le cadre intérieur de l'affichage LCD. On a ensuite le support de montage, très belle pièce. On a ensuite le boîtier de l'écran plutôt, ou du boîtier de lecteur LCD. Et ensuite on a le câble d'alimentation de l'écran plutôt LCD, et on a l'écran LCD ou LED de diagnostic. Très belle pièce. Ensuite on a un petit papier que tout le monde ne lit pas, ça nous dit juste que Altaïa et les éditions De Agostini se trouvent en Barcelone, à Barcelone en Espagne, et que c'est distribué et que c'est fabriqué par Altaïa et Planeta De Agostini. Donc voilà, tout simplement. Donc on va commencer le montage par par le cadre intérieur de l'écran LCD, avec cette pièce qui est le boîtier
de l'écran LCD, d'ailleurs que je vais déballer tout de suite. Voilà, donc on nous dit simplement qu'il faut le clipser. Ah, il y a un sens. Ouais, voilà. Donc on nous dit tout simplement qu'il y a un sens, qu'on peut pas se tromper, que cette partie doit aller sur celle-là. Donc à l'intérieur, que cette petite partie doit aller ici. Tout simplement. Hop. Non, je l'ai mis à l'envers. Ah non, mais c'était ça, je l'avais bien mis à l'endroit. Hop là. Voilà, comme ceci. On doit avoir ceci en résultat. Ensuite, on nous demande de prendre l'affichage de l'écran de LED ou LED de diagnostic que je vais d'abord déballer de son emballage. Je rappelle, très bien emballé avec une deuxième sous-couche. Donc je vais la prendre. Voilà, très jolie pièce avec une carte mère super belle. Donc on nous demande de l'assembler sur le cadre intérieur de l'écran de LED et du boîtier de l'écran de LED. Donc on nous dit que il faut l'assembler et qu'il n'y a pas de sens précis pour l'assembler. Donc on peut l'assembler comme on veut, mais il faudra faire attention parce que ici il y a un argot ici et il y a un argot ici. Donc il faudra tout simplement faire attention. Il y a un trou ici, un autre ici. Il faudra tout simplement faire attention. Voilà, comme ceci. Ensuite, on nous demande de prendre cette pièce qui est le support de montage et on nous demande tout simplement de le positionner sur l'écran LCD ou affichage de LED de diagnostic. Ah merde, d'ailleurs je l'ai mis à l'envers. Vous voyez? Ben voilà, ça va comme ça. Je l'avais mis à l'envers. Donc voilà, on nous demande tout simplement de le fixer. Voilà, comme ceci. Et on va le fixer à l'aide de 4 vis. Alors, ce sont des vis. Introduisez les vis DF49. Donc, les vis DF49 étaient fournies avec le 5e numéro de la collection. D'ailleurs, qui sont ici. On peut pas se tromper, on en a 5. Il n'en faut que 4. Il y en a une de rechange. Donc, je vais tout de suite attraper mon tournevis pour ouvrir le sachet. Et je vais récupérer 4 vis, une vis pour commencer et après je récupérerai mes 3 vis suivantes. Donc je vais commencer par celle-ci, après on peut commencer par le sens qu'on veut, mais tout simplement il faut que on assemble les 4 vis pour fermer le boîtier. Donc il faut pas trop serrer. Le fascicule nous préconise de pas trop serrer les vis. Tout simplement parce que ça c'est une pièce très très fragile, la carte mère. Donc on nous demande de pas trop serrer. Allez, petite vis. Voilà, j'en ai une autre.